Cette étude hydrogéologique se divise en 4 phases qui se dérouleront sur une période de 4 à 5 ans. La première phase des travaux consiste à forer des puits d'observation dans la nappe phréatique. Des puits de type artésien pour établir les conditions géologiques et hydrogéologiques actuelles. Ces puits d'observation seront équipés de sondes permettant de suivre en continu la fluctuation des niveaux de la nappe. D'autres analyses établiront la qualité de l'eau souterraine en prélevant des échantillons dans les puits résidentiels entourant la pointe d'Haldimand. La deuxième phase analysera et définira la structure géologique de la zone d'étude et les conditions d'écoulement de l'eau souterraine dans les aquifères. Une emphase particulière sera mise sur l'identification d'une possible relation ou non entre le réservoir pétrolier et les aquifères. Si une telle relation existait, l'objectif de cette phase serait d'identifier les cheminements préférentiels entre le réservoir et la surface. La troisième phase consiste à faire le suivi des opérations liées à l'exploration et l'exploitation pétrolière. Cette surveillance permettra de détecter d'éventuels effets pouvant être attribués aux activités de forage et de stimulation des puits s'il y a lieu. La quatrième et dernière phase du projet va intégrer les résultats des données recueillies pour décrire les conditions géologiques et hydrogéologiques rencontrées. Les conclusions de cette compilation établiront le niveau de risque environnemental des opérations pétrolières. Des recommandations seront formulées pour que les méthodes employées pour l'exploration et la production minimisent les risques environnementaux, particulièrement par rapport aux ressources en eau souterraine. La phase initiale, c'est une phase surtout de mise en place de l'infrastructure où on va faire des forages de type puisatier ou dans l'aquifère pour avoir un réseau de puits qui va nous permettre de définir les conditions d'écoulement dans l'aquifère et nous donner aussi une idée de la qualité de l'eau souterraine, donc sa composition. Donc, nous autres, nos puits sont souvent comme en hauteur. Alors, ça va être important pour eux autres de prendre beaucoup d'échantillons et d'analyser pas seulement autour de ces puits-là, mais vraiment dans la région de la péninsule. Donc, ils sont vraiment sur le 9 km². Ils ont établi un programme de travail. Dans ce qu'on fait, nous, ce qu'on utilise, c'est les mêmes techniques de forage que pour un puits résidentiel. Donc, on fait le genre d'installation, c'est comme si on ajoutait quelques puits de type résidentiel, puis ça nous permet d'aller voir l'aquifère. Puis on reconnaît qu'à Haldimand, on a une espèce de crête centrale, puis une coupe d'autres crêtes. Ici, on a dessiné une espèce de ligne mauve. On appelle ça une ligne de partage des eaux. C'est une ligne de partage des eaux de surface dans ce cas-là. Pour que ce soit des puits d'observation d'intérêt, on a les puits Haldimand 1, Haldimand 2. On met un puits qui est en amont du forage pétrolier, un autre qui est en aval, de sorte qu'on est capable d'établir c'est quoi le background naturel de la qualité de l'eau souterraine sans aucun effet. Est-ce qu'il y a un changement qui est observé en aval des opérations pétrolières? Puis aussi, on va regarder, ça c'est les triangles jaunes, dans les cours d'eau de surface, c'est quoi la signature géochimique ou la composition d'eau qu'on trouve dans ça? Est-ce qu'il y a des indications que des apports non naturels? Puis on va compléter l'information de ces puits-là par un échantillonnage de l'eau de puits résidentiels. Donc, ça va nous donner une qualité d'eau du centre de la péninsule Haldimand jusqu'en périphérie. Puis l'écoulement, de façon conceptuelle, devrait se faire justement du centre vers la périphérie. Puis ça va nous donner une idée de la gamme, parce que ça varie, la composition de l'eau souterraine, donc la gamme des compositions de l'eau souterraine qu'on peut rencontrer dans le secteur. Dans une deuxième phase, on va aller faire des travaux un peu plus détaillés dans ces forages-là, des diagraphies, des mesures qui font des images, en fait, de la paroi des forages, parce que on n'aura pas de tubage, là, le trou va être direct en contact avec les formations. Donc, on va pouvoir détecter les fractures, même mesurer leur orientation, et avec une combinaison avec un autre type de mesure, on va pouvoir voir est-ce que ces fractures-là produisent ou pas de l'eau. Donc, on va pouvoir voir de quoi a l'air le réseau de fractures, puis comment il est interrelié. Puis on va vouloir aussi caractériser les failles. Est-ce que les failles
sont perméables ou imperméables? Est-ce qu'ils isolent les blocs entre eux autres? Ce qu'on cherche, c'est est-ce qu'il y a ou il n'y a pas de cheminement préférentiel entre les profondeurs et la surface. La façon d'avoir des cheminements préférentiels, c'est par soit le réseau de faille, le réseau de fracturation. Donc, il faut caractériser ces réseaux-là, l'hydraulique ou les propriétés de ces réseaux-là, pour être capable de dire si on fait quelque chose en profondeur, est-ce que ça va influencer la surface? Mais on va aussi utiliser l'information de Petrolia sur les conditions en profondeur par ces forages. Puis les diagraphies, c'est des mesures, en fait, qui ont été faites pendant que le forage était ouvert, qui mesurent des propriétés physiques des matériaux. Ça va nous permettre d'identifier les matériaux qui se trouvent entre le réservoir et la surface. Et ça aussi, ça va nous permettre d'avoir la continuité. Puis on va se servir aussi, ça c'est des mesures directes, donc ce qu'on peut mesurer en forage directement en contact avec les roches et les unités géologiques. Mais on va se servir aussi de données indirectes qui nous proviennent de la géophysique, qui permettent d'imager la sous-surface et l'ensemble des unités qu'on trouve entre les aquifères et le réservoir. Et grâce aux données des diagraphies, on pourra faire le lien entre ces images-là, qui sont qualitatives au départ, et la nature des unités géologiques qu'il y a entre le réservoir et la surface. Et aussi, ça nous permet d'imager les matériaux, mais aussi les structures. Est-ce qu'il y a présence de failles? C'est quoi les orientations? Que ça peut ou pas être des cheminements pour d'éventuelles contaminations des aquifères. Normalement, puis c'est ça qui arrive quand tu arrives en profondeur, ce qu'il y a en dessous de ça, c'est de l'eau saline. Pas nécessairement de l'eau de mer, c'est de l'eau de formation qui était emprisonnée dans les formations géologiques au cours de leurs évolutions. Là, on parle de millions d'années. Donc, on n'a pas de l'eau utilisable en dessous. Puis, il faut savoir où est-ce que se trouve la limite entre ces zones-là. Alors, pour eux autres aussi, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir l'étude des eaux de surface, mais les forages qu'on va faire vont permettre d'avoir des données vraiment, là, ce qui s'est fait rarement dans les études, c'est que de faire un lien avec les opérations de forage, ce qui se passe dans le bas, est-ce qu'il est relié avec le haut? Est-ce que l'eau qui est en profondeur vient en surface? Est-ce qu'il y a des connexions? Alors, ce genre de questions-là, l'INRS se le pose aussi. Si ça nous intéresse vraiment, ce projet-là, c'est aussi parce qu'il y a pas mal de développements scientifiques et technologiques qui sont reliés à ça, parce qu'il est peu commun de faire des études intégrées réservoirs aquifères. On est normalement dans des domaines de sciences qui sont séparés, qui ne sont pas faits par les mêmes personnes. Et on est un petit peu chanceux à l'INRS où on a des gens justement qui travaillent en réservoir, qui travaillent en géophysique entre différentes échelles sur les aquifères. Et on peut mettre ensemble ces sciences-là qui ont chacun un intérêt et un mot à dire et développer des approches qui nous permettent de donner un portrait qui permet de juger de ce risque-là. Ce n'est pas des activités scientifiques communes et courantes. Il y a une troisième phase aussi qui prévoit faire de l'enregistrement des conditions dans l'aquifère quand il y a des opérations pétrolières. Donc, on va suivre la réponse ou l'absence de réponse dans l'aquifère par rapport aux opérations pétrolières pour nous donner une autre indication de la présence de lien ou pas de lien entre le réservoir et l'aquifère. Un autre élément qu'on va utiliser pour évaluer ça, c'est les pressions de fluide. Il y a des pressions dans le réservoir. S'il y a un réservoir, c'est parce qu'il y a une roche couverture. Donc, est-ce que le réservoir est à la même pression que l'aquifère? Ça, non, on sait déjà. Mais par contre, est-ce que l'eau sous le réservoir ou au-dessus du réservoir est dans le même régime de pression que la surface? Ça, en déterminant ça, ça va nous donner une idée. Est-ce qu'il y a continuité ou discontinuité dans la colonne d'eau entre ce qu'on trouve dans l'aquifère et ce qu'on trouve au niveau du réservoir? Donc, c'est avec ce genre d'indication-là qu'on va pouvoir déterminer s'il y a un lien évident ou s'il y a absence de lien
réservoirs aquifères. On va pouvoir aussi se servir de ces puits-là comme puits de surveillance qui vont permettre de voir est-ce qu'il y a une évolution, une dégradation dans le temps de la qualité de l'eau souterraine qui pourrait être liée aux opérations pétrolières. Puis la dernière phase, c'est une phase d'intégration où on regarde, on fait une synthèse de notre mesure et compréhension du système aquifère, qu'on regarde la nature des opérations pétrolières actives ou prévues et qu'on essaie d'évaluer avec l'ensemble de cette information-là le risque environnemental de ces opérations-là par rapport surtout à la qualité de l'eau souterraine. Et c'est certain que, quelles que soient nos conclusions, on va aussi avoir un suivi dans les puits d'observation pour nous assurer qu'on conclut qu'il y a un risque, il n'y a pas de risque. La preuve est plus dans la mesure de l'absence ou de la présence de risque. Donc, c'est les puits d'observation qui, à moyen et long terme, vont permettre d'assurer que on détecte l'effet ou qu'il n'y a pas d'effet détectable dans l'aquifère. Et ces puits d'observation-là sont placés dans la zone amont, à proximité des puits de Pétrolia, ce qui fait que on est bien en amont des puits résidentiels qui sont au pourtour de la péninsule. Donc, s'il y avait une indication, un indice d'effet dans l'aquifère, on le détecterait loin de l'usage où il serait possible de prendre des mesures correctrices pour éviter qu'il y ait des effets sur les utilisateurs. Comme je l'ai mentionné tantôt, nous, on va apporter des éléments de réponse le plus spécifiques possible, mais on ne les aura pas tous les éléments de réponse. Surtout en hydrogéologie, il faut une certaine dose d'humilité puis se dire, bien, on peut se tromper. Moi, à chaque projet, je me trompe, ça ne vous rassure pas, mais en hydrogéologie, tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Fait qu'il faut toujours que tu te dises, tu pars ton étude, je pense que ça se passe de même. Tu mets tes puits en pensant que ça se passe de même. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Fait qu'on raffine notre modèle conceptuel au fur et à mesure. Ça fait que, en fait, il faut se tromper pour apprendre en hydrogéologie. On pense que ça se passe comme ça, on met quelque chose en place, on regarde, c'est pas tout à fait de même. Puis, on améliore le niveau de compréhension de façon progressive. C'est ça la démarche qu'on fait. Non, ce n'est pas l'apprenti sorcier, c'est que pour être capable de mettre en place des infrastructures puis des mesures, parce que le domaine est relativement grand, il faut les mettre de façon stratégique avec des questions en arrière de la tête. Puis ces questions-là, ils nous viennent de la façon dont on pense que ça se passe. Et quand on a les réponses, bien, ça nous permet de remodeler ou de mettre à jour où notre modèle conceptuel dit « OK, on pensait que c'était de même, c'est plutôt comme ça ». Puis là, à ce moment-là, on est capable, de façon beaucoup plus ferme, de dire « Bien, c'est comme ça que ça se passe ». Mais ça, c'est au bout de la démarche. C'est pour ça que je dis, au fur et à mesure, on pense qu'il faut y mettre des hypothèses, puis les hypothèses, il faut aller les vérifier. Depuis l'annonce de l'étude hydrogéologique en novembre 2011, 80% des travaux de la première phase ont été réalisés dans la région de Gaspé. Avant de procéder au dernier forage d'observation de l'aquifère, les scientifiques ont besoin de savoir avec précision où sera situé le prochain forage pétrolier à Aldemen. Pour que les résultats de l'étude reflètent bien l'état actuel des lieux, les forages d'observation de l'aquifère se feront avant le prochain forage pétrolier. Au printemps 2012, 13 des 17 puits artésiens ont déjà été forés chez des résidents de la pointe d'Aldemen. 15 des 20 essais hydrauliques et 70 des 75 prises d'échantillons d'eau ont été réalisés. Lorsque tous les puits d'observation de l'aquifère auront été forés, l'INRS communiquera publiquement les résultats des analyses de la première phase.